Bonjour à tous et bienvenue sur WAF. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Marc Caudevel, ancien pompier cynotechnique professionnel, homme assistant, fondateur et co-dirigeant du centre de formation accrue dédié à la cynotechnie. Passionné et talentueux, Marc a consacré sa vie et sa carrière à comprendre les chiens et à perfectionner ses méthodes de travail. Aux côtés de Nitro, son fidèle compagnon, il nous partage son expérience unique et ses connaissances précieuses. Installe-toi confortablement et découvre les secrets d'un homme qui murmure à l'oreille des chiens. Tu découvriras les multiples facettes de sa carrière dédiée à la cynotechnie. Et pour approfondir encore ce sujet, Marie-Élie, co-directrice du centre de formation accrue, nous rejoindra en deuxième partie d'interview. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Bonjour Marc. Bonjour. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors, je suis Marc Caudevel, voilà, j'ai 61 ans, il n'y a rien à cacher. J'habite à Cadejac, et plus précisément en Gironde, ça fait 35 ans environ. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer à vous présenter un petit peu. Et avant d'être sapeur-pompier cynotechnique, ce dont on va parler un petit peu plus tard dans l'interview, vous étiez sapeur-pompier de Paris, c'est exact? Oui, j'ai fait 5 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de 1984 à 1989. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir sapeur-pompier et du coup, à quel âge est-ce que vous vous êtes engagé? Alors, je me suis engagé après mon bac. D'accord. Que je suis titulaire d'un bac F4, génie civil bâtiment, strictement rien à voir avec les pompiers. Et voilà, donc j'étais attiré par une vie active, une vie sportive, voilà. Et ça pour moi ça a été tout à fait naturel de rentrer dans les pompiers. Et la vie fait que j'ai rencontré une jeune femme avec qui je me suis marié et elle était bordelaise. Et donc, faire les voyages Paris-Bordeaux, ça a duré trop longtemps parce que ça a quand même duré 5 ans. C'était très, très compliqué. Et j'ai passé le concours pour devenir sapeur-pompier professionnel en Gironde. Voilà, au SDIS 33 alors. Au SDIS 33. Voilà. Fait que vous avez quitté la BSPP pour vous engager chez les pompiers. Mais ensuite est venu le temps d'intégrer la brigade cynotechnique. Vous n'étiez pas en cyno dès le départ. Non, alors je suis rentré donc en avril 89 à Bordeaux. Alors une carrière tout à fait normale, hein, les 4 premières années complètement lambda, quoi, une carrière complètement lambda, où on a repris mes années de sapeur-pompier de Paris. Mm-hmm. Et très très vite, quelque part ma passion m'a rattrapé. Parce que passion des chiens. Passion des chiens, ça a toujours été une passion. Et j'ai postulé. Et alors le fait du hasard. Voilà, le fait du hasard, j'ai toujours eu, je pense avoir toujours eu de la chance à ce niveau-là. Et le fait du hasard a voulu que j'ai postulé, j'ai été pris et c'est allé, mais pour moi, de mémoire, ultra vite. D'accord. Ultra vite. Alors vous dites le hasard et moi je dirais plutôt qu'en fait vous étiez aligné et du coup quand on est aligné tout se présente bien en fait, non? Oui, alors peut-être que c'était le bon moment, ouais, peut-être voilà. que voilà, et puis peut-être que peut-être que j'ai su passer un certain message et voilà, et puis ça m'a servi et puis il y a eu plein de concours de circonstances qui ont fait que c'est allé, je le répète, ultra vite quoi, mais ultra vite. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de votre première mission en cyno, je parle, et pouvez-vous nous en parler? Oui, alors je m'en souviens très très bien. Donc à l'époque j'avais un berger allemand qui s'appelait Yund du Val des Hurlevents. D'accord. Un berger allemand avec qui je faisais de la piste. À l'époque, on pouvait scinder les deux. Enfin bon, bref, je faisais de la piste et je suis parti pour une recherche de personnes égarées dans les carrières. Alors, c'était de l'autre côté de l'eau, nous on appelle ça rive gauche, de la Gironde, donc côté rive gauche de la Gironde, où je suis parti chercher, je crois que c'était 3 ou 4 enfants qui s'étaient perdus dans les carrières. Ah ouais. Alors les carrières, c'est les anciennes champignonnières. D'accord. Voilà, champignonnières et carrières, parce que Bordeaux est construit avec ses pierres. D'accord. Voilà. Okay. Et donc ça a été ma première mission. Voilà.
vraiment engagé. Du stress, Oh une là, appréhension. ben, tout y était quoi. Ah oui. Voilà, le stress, l'appréhension, la première intervention, le regard, les collègues, la hiérarchie, puisque là c'est quand même c'était les débuts. C'était les débuts De la sino. de la Ah Sino oui. en Gironde. Oui. Ça faisait pas 10 ans qu'ils étaient là. Ah oui. Non, ça faisait pas 10 ans. Et puis là, nous, on est projeté là-dedans et Dans le grand bain direct. voilà. Et donc là, waouh, waouh. Et une pression, alors, du coup, évidemment. Le chien aussi l'a ressenti, Yound? Non? Je sais pas s'il l'a vraiment ressenti, mais alors moi j'étais tellement fier déjà de pouvoir partager ça, de pouvoir être engagé. Et vivre Que, ça avec votre chien? ah, ben oui. Eh ouais. Et donc la pression, on l'a un petit peu. Ouais. On l'a pas longtemps, on l'a au début, elle Ouais. dure 5-10 minutes. On l'a sur la route, puisque bon là on part mais gyro de thon, donc feu à Ouais. éclipse et voilà. Et là on l'a sur la route, on l'a. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer, sur quoi, qu'est-ce qu'on va trouver Eh arriver. oui. Là on a de la pression. Mais une fois qu'on y est, Ouais. ben c'est le Je côté comprends. professionnel. Même si j'étais jeune, pour moi j'étais jeune sapeur-pompier. Non, le stress il s'en va, Alors, vous dites côté professionnel, mais je pense aussi dans une compétition, parce que vous, comme moi, on a fait des compétitions. Oui. Au moment de partir, on l'a, mais après, on est dans le jus, en fait. Non, Et mais en après- fait, après, le stress il part, non? Alors le stress part tant que tout se passe un Ah peu oui. comme on veut. Mais si vraiment il y a un gros moment de blanc où le chien il loupe Ah oui. complètement son exercice, Ah oui. alors là, waouh. Ouais, ça revient en pleine face. Voilà, là ça revient en pleine face et là on perd nos moyens Eh oui. et des fois on en oublie le règlement, on en oublie les ordres, on en oublie. Mais c'est ce qui forme aussi, c'est ce qui forme C'est vrai. la vie quoi. C'est comme ça. Hein. Et alors, cette première mission, c'est terminée comment? Bien ou? Alors elle s'est terminée super bien, ben, surtout pour les enfants qui étaient perdus Parce qu'ils ont été retrouvés? parce qu'ils ont été Ah, retrouvés. ouais, super. Pas par mon chien, c'est Ouais. comme ça, c'est la règle, Ouais. il faut l'accepter. Mais ils ont été retrouvés. Donc Bon. pour moi, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon un positif. Ouais. On s'engage et on trouve, donc c'est positif. Voilà. D'accord. Ok. Donc ils ont été retrouvés. C'est le principal, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les missions principales les missions courantes d'un sapeur-pompier sino? Quel est son travail? Alors, avant de parler de travail, on va parler des types d'engagement. D'accord. Il y a deux grandes familles. Il y a la recherche de personnes égarées Mhm. et la recherche de personnes ensevelies. Ensevelies, c'est les décombres. Donc des décombres, et tant mieux, il y en a pas. Ou il y en a tellement peu En France. en France. Ouais, en France. Il y en a, alors, il peut y avoir des explosions, il peut y avoir des petites Ah oui. choses, mais il y en a très très peu. Ouais. Et il y en a très très peu. Même si c'est le fer de lance des sapeurs-pompiers, ils se plaisent à former au maximum des chiens là-dessus. Je trouve que on devrait peut-être se concentrer sur le nombre d'interventions qu'il y a à faire et donc Eh ben oui. se concentrer. Et rééquilibrer un petit peu la balance. Ah ouais. Pas trop d'associations ou même de SDIS qui se focalisent sur le décombre, donc le chien de recherche en décombre, alors qu'il y en a très très peu. Mais vous l'expliquez comment ça, Marc? Ça, je sais pas si ça s'explique, ou alors peut-être qu'il faut qu'il y ait un certain renouveau chez les sapeurs-pompiers, comme un certain renouveau dans les associations, c'est pareil. Il faut pas hésiter à se mettre en défaut, faut pas hésiter à essayer d'aller de l'avant, faut pas hésiter, faut pas refuser le progrès, faut pas refuser le progrès. D'accord. Faut avoir une grosse ouverture d'esprit. Et ça fait avancer les choses. Et après il y a la recherche de personnes égarées. La recherche de personnes égarées, on a la méthode du questage et la méthode du pistage. Alors, vous pouvez nous expliquer les différences pour les auditeurs? Alors, on va donner une définition du pistage, mais après on va développer ça. C'est la recherche et le suivi d'une odeur résiduelle spécifique. Ça c'est la définition du pistage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander à un chien de suivre une odeur au sol, de suivre le même tracé que la personne est disparue. Alors pourquoi elle est résiduelle? Parce que plus on attend, moins on a de traces au sol, moins on a d'empreintes au sol. Elle n'est pas visible à l'œil, mais
même si c'est mal dit, mais elle est visible de façon Oui. olfactive pour le Oui, chien. bien sûr. Le chien, lui, il le sent. Il le Mais fait, plus on va attendre, moins il va y avoir cette empreinte au bien sol. sûr. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et arrivé un moment, ça ne devient plus difficile, ça devient impossible. Impossible. Raison climatique, voilà, il y a tellement de facteurs. Arrive un moment, ça devient impossible. Et bien là, il faut une autre méthode, c'est le castage. Voilà. Que Ouais. vous pouvez expliquer alors? Alors le castage, c'est exactement le même principe que la chasse. Tout le monde connaît la chasse, où le chien doit déjà se positionner face au vent. Ça, ils le font naturellement, ils savent le faire. On leur apprend un petit peu, mais naturellement, le chien sait le faire. Et ben là, il va lever le nez, et dès qu'il va prendre une odeur humaine, le chien va aller vers l'odeur humaine, se fixer, c'est-à-dire rester à côté de la personne et aboyer pour signaler à son maître qu'il a trouvé une personne dans une position anormale. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui marche, qui se promène dans la forêt, le chien, théoriquement, n'a pas Ne besoin. doit pas fixer et aboyer. Il n'y a pas de D'accord. nécessité, il n'est Bien pas en sûr. danger. Bien sûr. Alors après, il y a des gens qui essaient de le faire, qui essaient de le mettre en place. Oui. Je ne suis pas contre, chacun, mais si la personne, elle est capable de se déplacer, Mais c'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, une personne égarée mais qui marche, enfin, elle peut bouger. ben oui, elle n'est pas vraiment en danger, elle est juste perdue. Ah ben oui, mais du coup, c'est un potentiel danger, non? Alors, ça peut être un Ça va. danger. Ça peut être un danger. Mais moi, Ah pour oui. moi, tant qu'il se déplace, Ah oui, d'accord. et qu'il D'accord. arrive un moment s'il se déplace, il On le finira. retrouve. On le retrouve. Oh, oui, d'accord. On le retrouvera. C'est sûr. D'accord. Pour le pistage, Marc, n'hésitez pas à me contredire hein, s'il y a besoin. Mais pour le pistage, on est d'accord que le chien est en longe et il y a une odeur de référence. Oui. Il y a une odeur de référence. Donc, c'est ce que je disais dans la définition. C'est une odeur résiduelle spécifique. Et Et c'est là que vous entendez odeur de référence. Voilà. Et Ah l'odeur oui. de référence, elle est spécifique. On a tous notre odeur. Ouais. Si demain, on arrête tous de se parfumer comme on fait, Mm. si on arrête de se laver avec des gels douche Oui. avec odeur monoï ou je ne sais quoi, et qu'on utilisait un savon neutre, eh ben, on a tous une odeur, Une odeur bien spécifique. particulière. Ouais. spécifique. Ça, c'est comme ça. Voilà. Oui, bien sûr. Comme les empreintes digitales. Exactement, En fait. exactement. Qui nous Alors, propre. les empreintes digitales, c'est de la technologie. Mhm. L'empreinte olfactive, c'est naturel. Et oui, d'accord. C'est naturel. Et le chien, lui, il nous faut des ordinateurs. Alors que le chien, il l'a intégré dans son. Le chien, c'est dans ses gènes, Ouais. il est fait comme ça. Il est fait comme ça. D'accord. Il est Génial. fait comme ça. Vous pouvez nous expliquer, alors tout ce travail évidemment nécessite des entraînements intenses. Combien de temps vous preniez pour entraîner votre chien, par exemple tous les jours, plusieurs fois, enfin par semaine, enfin comment ça se passait? Alors, on va prendre le cas des sapeurs-pompiers, puisque bon, c'est ce que j'ai fait. Oui, pour l'instant. Après, Voilà. on parlera aussi parce que vous êtes, comme je l'ai dit dans la présentation, un homme multifacette. Donc, on va parler après du reste. Alors, chez les sapeurs-pompiers, en Gironde, on était à mi-temps. Mi-temps sapeurs-pompiers, donc sapeurs-pompiers qui part au feu. D'accord. Ou en sauvetage de personnes. Donc, sans chien. Donc, sans chien. Ouais. Avec un camion rouge. Ouais. Et l'autre partie donc de l'emploi du temps était réservée au maître chien, au sino, que ce soit de l'entretien du matériel comme à l'entraînement du chien. D'accord. Voilà. Alors si vous me demandez mon avis, ça suffit pas. Ça suffit pas. On donne pas à manger au chien un jour sur deux. Eh oui. Non, le chien il mange tous les jours. Et donc pourquoi se priver de ce moment important qu'est le repas pour pas faire travailler le chien? Quand on dit le faire travailler, c'est-à-dire lui apprendre quelque chose. Ce qui veut dire que le chien, il travaille tous les jours. Mais ça, vous pouviez le faire ou vous ne pouviez pas le faire? Mais bien sûr que si, puisque le chien, le chien est à la maison. Ah voilà, chez les sapeurs-pompiers, le chien vit avec vous. Hein. Alors, tous les sapeurs-pompiers non militaires, donc les militaires, il y a que les pompiers de Paris et les marins-pompiers. Pompiers de Marseille, ouais. Mais sinon, tous les autres, le chien vit à la maison. Enfin, moi, tous les pompiers que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, tous les chiens sont à la maison. D'accord. C'est un chien de famille. Ouais. Un chien de famille avec qui... alors, un chien de famille, il veut pas forcément dire
dans la chambre à coucher. Bien sûr, il peut avoir sa place Il peut de avoir chien, sa place, il peut avoir mais une chenille, il peut, ouais, mais c'est un chien de famille. C'est voilà. un chien de Vous vivez avec lui. Du coup, vous créez aussi une relation parce que c'est quand même primordial, je pense, non? Enfin, ce lien. on peut pas concevoir, de demander un travail à l'animal si on n'a pas de réelle complicité. S'il n'y a pas une réelle osmose entre le chien et alors on va l'appeler le maître, le conducteur, peu Oui, moi importe, le aussi, bien, propriétaire, ouais. on Peu importe, ouais. peut l'appeler comme on veut, peu importe. Mais s'il n'y a pas cette réelle complicité, Oui. c'est pas possible. Quels pouvaient être les types d'exercices que votre chien et vous réalisiez régulièrement? À l'entraînement, Oui, en exercice, ouais. alors moi j'ai toujours privilégié la complicité, donc le jeu. Ouais. J'adore jouer avec mon chien. L'obéissance, parce que l'obéissance, comme je disais, c'est obéir d'amitié. Donc je te demande quelque chose, mais fais-le parce que tu m'aimes aussi, Ouais. même parce que tu vas avoir une récompense. Le chien ne fonctionne pas sans récompense, c'est pas possible, j'y crois pas. Mais Ah, absolu. C'est non, j'y crois pas. J'y crois pas. ah ouais. Non, j'y crois pas. Donc pour vous, c'est jeu ou bouffe, mais il y a forcément une récompense. Alors, Mais la caresse, la félicitation, non? je peux vous prendre un exemple, un petit peu léger. Vous travaillez et à la fin du mois, votre patron, il vous met une grande caresse dans le dos et vous dit merci beaucoup. Ça suffit Allez, pas. vous avez fait des économies, un mois ça va vous faire sourire, mais au bout de 3 mois, vous allez lui dire non maintenant là ça suffit pas là, il faut me donner un petit peu d'argent que je puisse manger. Ouais. Pourquoi il en serait différent du chien? Ouais, pas faux. Pourquoi C'est pas faux. Alors je dis pas que moi Ouais. il y a 3 grandes familles de récompenses. Il y a donc l'affect, Ouais. l'alimentaire et le jeu. Mais dans ces 3, est-ce qu'on est obligé de les mettre les 3 sur le même plan? Je pense pas. Je pense pas. Oui, bien sûr, et pas systématiquement. Enfin, si, systématiquement. Ouais. Voilà. Mais alors pourquoi sur les plans? Vous pouvez me l'expliquer ça? Pourquoi vous les mettez pas sur le même plan? C'est-à-dire qu'il y en a une que vous privilégiez par rapport à l'autre? Il y en a 2 que je vais privilégier par rapport à l'autre. Oui. Le jeu et Le jeu et la la relation. le jeu et la bouffe. J'aurais cru la relation, moi. Mais Ouais. s'il mange pas, il meurt le chien. Oui, ok, S'il mange pas, il meurt. Si vous le caressez pas, il va pas mourir. c'est vrai. Je veux dire que la relation, c'est ce qui va faire la différence entre l'excellence et le bon. Ouais, L'excellence, elle se fait là. Elle se fait avec la relation. Si on a en plus oui, la c'est relation, vrai. parce que c'est facile de donner une croquette, c'est facile vrai. de jeter une balle, mais que le chien aille chercher la balle et qu'il la ramène à la vitesse de l'éclair, parce qu'il a envie de l'échange avec papa, qu'il regarde avec les yeux de l'amour, ça c'est difficile à avoir. Bien sûr. Ça c'est difficile à avoir. Ouais, Et c'est ce qui va faire la différence. bien sûr. Ok. Mais les deux principales sources, voilà, de motivation, on va dire, pour le chien, le jeu, la nourriture. Mais effectivement, pour sortir, enfin, pour exceller, Oui. cette relation, c'est carrément le plus, quoi. Voilà. Alors tout ça c'est que ce que je pense moi. Hein. Voilà. Ouais. Il y a probablement des grandes personnes qui ont fait de grandes études sur le monde canin et qui vont pas forcément partager mes idées, mais moi c'est ce que je pense et j'ai l'impression que ça se vérifie. Ça se vérifie. Que Alors ça se après, vérifie. pour connaître votre palmarès, on va en parler un peu après. Je pense que, et on le sait tous, les gens qui ont fait des grandes études mais qui ne sont pas sur le terrain, parfois ça vaut pas forcément grand-chose. Hein, on est d'accord. Donc vous êtes un homme de terrain et vous l'avez prouvé. Oui. Donc voilà. Oui, il y avait donc ce type d'exercice que vous faisiez avec votre chien, Oui. par le jeu, du coup, Oui. hein, du coup. Et vous, est-ce que vous vous entraîniez physiquement, mentalement pour ce métier qui malgré tout est exigeant quand même? Alors physiquement, non, pas spécialement pour le chien. Le pompier est théoriquement un sportif. Oui. Donc le niveau sport moyen d'un pompier suffisait pour être maître chien. D'accord. Voilà, il y a pas il y avait rien à faire. Pas d'exigence en Non, plus. pas D'accord. d'exigence supplémentaire, non, ça suffisait. D'accord. Non, ça suffisait. Voilà, non. Et mentalement? Ah ben, alors mentalement c'est différent, faut accepter l'échec. Parce qu'un exercice peut très bien marcher 2 jours de suite, 3 jours de suite, 4 jours de suite, et le 5e, on ne sait pas pourquoi, ça marche pas. C'est un être vivant.
C'est un être vivant. Il dit pas quand il a mal au ventre. Il dit pas quand il a mal aux dents. Il dit pas quand il est pas bien. Il parle pas. Et on a beau essayer, on n'arrive toujours pas. Enfin, moi, j'ai essayé, hein, mais j'arrive toujours pas à parler le même langage que lui. J'essaie de me mettre à son niveau et j'ai beaucoup de mal. Mais c'est ça qui est compliqué, d'accepter que ça marche 4 jours et puis que le 5e ça marche pas. Et on se prépare comment pour à ça? On se prépare pas, on l'encaisse. Déjà on l'encaisse et après on réfléchit. Et après on réfléchit et on se demande pourquoi ça n'a pas marché. Mais on n'a pas les réponses? Pas toujours. Ouais, d'accord. Ça fait partie du jeu. Faut l'accepter. Faut l'accepter. Faut l'accepter. Et selon vous, Marc, quelles sont les qualités les plus importantes qu'un chien de sauvetage doit développer? Oh, que c'est difficile. Qui doit développer. Enfin, ou qu'il doit avoir. Doit avoir. Ouais, selon vous, les principales qualités d'un chien de sauvetage. Alors, il doit aimer l'humain. C'est la première des choses. Il doit aimer l'homme, avoir confiance en l'homme. Quand je dis aimer, c'est avoir confiance en lui, le respecter, parce qu'il y a des chiens qui l'aiment mais qui respectent pas l'homme, et très joueur. Alors dans le jeu, on peut mettre plein de choses. On peut mettre l'aspect balle, l'aspect mordant, puisque il y a certains SDIS qui utilisent ce côté mordant. Alors on va dire mordant parce que oui, dès que le chien attrape une corde à nœud ou un boudin, ça s'appelle du mordant. Même si aujourd'hui on essaie de supprimer ce mot mordant parce qu'il fait peur à beaucoup de gens. Ouais, mais c'est de la sémantique. Le résultat est le même. C'est qu'une histoire de sémantique. Exactement. En fait. On dit aujourd'hui sport de prise. Oui, d'accord. Mais ça revient au même. Voilà. Voilà. Donc moi, je suis de la vieille école, donc je vais dire mordant. Ouais, voilà. Mais surtout qu'il aime l'homme, qu'il ait confiance en l'homme et qu'il aime jouer. Et à partir de là. Et pour vous là, on a un chien qui peut travailler, qui peut devenir chien de sauvetage si on a ces bases-là, on va dire. Mais après, c'est à l'humain. C'est à l'humain à mettre l'énergie, le travail, sans compter. C'est se réveiller des fois à 3 heures du matin et réfléchir pourquoi l'exercice il a pas marché. Et alors on va peut-être pas trouver la solution à 3 heures du matin, mais au moins on se pose la question. D'accord. Et on réfléchit, et puis le lendemain on propose un autre exercice au chien, et puis peut-être qu'on va trouver. Et si on trouve pas, on réfléchit encore. Et puis on réfléchit encore. Mais comme le chien est joueur, qu'il aime l'homme, qu'il a confiance en l'homme, il va être réceptif. C'est pas possible autrement. Ouais, mais on sent que vous êtes passionné. De toute façon, vous cherchez à ce que ça fonctionne. Je pense que voilà. Chez vous, c'est intrinsèque. Le chien, il y est pour rien. C'est, il est pas né pour faire ça. Il est pas né pour servir l'homme. Alors, il s'est rapproché à un moment donné. Il s'est rapproché de l'humain. Ça l'a servi aussi, peut-être, non? Oui, ça l'a servi. C'est lui que ça a servi. Oui. Alors que là, c'est l'inverse. C'est nous qui nous servons lui. C'est vrai. Différent. C'est vrai. Et c'est nous qui nous servons lui. Exact. Et là, voilà. Et donc quelque part, puisque on se sert de lui, on doit le respecter aussi. Tout à fait. On doit mettre tout ce qui est en notre pouvoir. Mais pour y arriver, on prend un chiot qui a 2 mois, on le sélectionne, chacun a ses critères, on sélectionne le chiot, et puis à partir de là, on se dit j'en prends pour 15 ans. J'en prends pour 15 ans. Comment justement vous sélectionnez? C'est une question que j'ai un petit peu plus loin. Mais on peut l'aborder. Comment est-ce que vous sélectionnez justement un chien pour le sauvetage, quoi, quand il a 2 mois? Alors, quels critères? Dans l'ordre, je crois qu'il faut soit on est très très professionnel, et je pense que un pompier doit être professionnel. Avant tout, il doit laisser certains de ses sentiments à la maison. Si vraiment on veut obtenir quelque chose de qualité, vraiment sans défaut, sans faille, il faut peut-être accepter la race. Il y a des races qui sont faites pour ça, pour travailler. Et il y en a qui sont pas faites pour travailler. C'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. Vous pouvez développer, Marc, un petit peu. Enfin, alors vous pensez au berger belge malinois. Enfin. Alors aujourd'hui, alors moi quand j'ai débuté, il y avait beaucoup de bergers allemands parce que c'était comme ça. Le malinois était en train de monter, donc le berger belge, le malinois était en train de monter, mais c'était pas encore la star des stars. Aujourd'hui,
c'est le Malinois, c'est la star des stars en matière de chien de travail. C'est pas pour rien. Pourquoi se priver de prendre un berger belge Malinois alors que c'est la Il a des Formule 1, qualités c'est requises, la quoi. Formule 1, Ouais, la d'accord. Formule 1 du chien de Mm. travail. Voilà. Si on veut faire, je sais pas, Mm. une autre spécialité, on va prendre une autre race. Grâce. Ouais, bien Donc sûr. voilà, déjà il y a ça. Mhm. Ne pas se tromper sur la race. Déjà. Après, après c'est l'élevage. Il y a des élevages qui sont plus prédisposés à faire des chiens de travail. Mhm. Donc ils appellent ça des lignées de travail, Mm. avec des saillies et des portées réfléchies, préparées depuis des mois et des mois. Voilà, quelles que soient les qualités qu'on cherche, que l'éleveur cherche à développer. Voilà. Et bien après, s'il y en a qui veulent des chiens très joueurs, et bien peut-être on ira là plutôt qu'un chien très mordeur. Ouais, d'accord. On veut pas faire de compétition de mordant. Mhm. Donc, mais voilà. Donc déjà, voilà. Dans l'ordre, moi je dirais la race. Mhm. Après l'éleveur. Ouais. Après la portée. L'individu dans la portée, c'est ça? Non, d'abord le Ah mariage. oui, le mariage. D'abord le mariage. Eh ouais. Tel mâle avec telle femelle. Pourquoi tel mâle? Ah oui. Pourquoi l'éleveur a pris tel mâle? Mais c'est Eh important. oui. Voilà, c'est important. Et après, le poids ultime, c'est le chiot. Pourquoi on prend celui-là plutôt qu'un autre? Alors après, il y a des grands tests, hein, voilà. Ouais. Il y en a plein, hein, voilà. Test de Campbell Oui, c'est ça, pour le citer, ouais. Voilà. Ouais. Et après, on a tous nos petits tests aussi. Hein. Ah, vous Arrive- pouvez nous expliquer un peu? On a tous nos petits tests. Voilà, moi j'ai des tests, un test notamment que j'apprécie particulièrement. Bon, donc moi je sélectionne tous les chiens, qu'ils soient de compétition ou de sauvetage, sur le même critère, c'est-à-dire sa qualité de mordant. Donc je veux un chien très rapide, très prédateur, mais qui va accepter les différents artifices à droite, à gauche, en dessus, dessous, voilà. Et arrivé un moment, alors j'espère que ça va rester entre nous parce que c'est vraiment mon petit truc. Ah ben alors, on peut le dire. Oui, on Bon, peut le d'accord. dire, mais voilà. Oui, oui. Parce que vous allez voir, votre petit truc va être... Et voilà, donc moi quand je fais mordre un chien, Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux que le chien ait une confiance aveugle en l'homme. ouais. Faut qu'il ait une confiance, mais aveugle. Donc je fais mordre et je me couche et je veux que le chien continue à mordre son petit bout de chiffon sur moi. Mm. S'il se sort une fois, je l'accepte, je le remets sur moi. S'il se sort une deuxième fois, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai pas. Pourquoi? Ça veut dire que il n'a pas confiance en moi. Il n'a pas confiance en l'homme. Il n'est pas capable de faire abnégation qui mord sur l'homme pour garder son petit chiffon. D'accord. D'abord, garde ton petit chiffon. Peu importe. Même si tu mords sur l'humain, l'humain, il est gentil. Tu risques rien. T'es en confiance avec moi. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est sur un chiot. Sur un chiot de D'accord. moi. Sur un chiot de moi. Excellent. Voilà. D'accord. Ça, c'est un test que c'est Oui, perso, oui. hein, c'est perso. Bah, ça ne va plus l'être maintenant. Voilà, ça va. C'est un secret Mais, qui a été voilà. divulgué. Mais Oui. moi, c'est vraiment un critère. Après, bon, oui, il y a alors le coup de tête, les artifices, voilà. Mais celui-là, c'est vraiment le test ultime. Mais ça reste très, je vais dire justement professionnel. Il n'y a pas d'affect là-dedans. Il n'y a pas, ah j'ai un coup de cœur. Non, pas du tout. Ça rentre pas en compte ça. Non. On n'en est pas là. Non. Non. D'accord. Non. L'affect, je le mettrai, mais après. Après, oui, Je oui, le bien mettrai sûr. après. Il me Oui. convient pour le travail que je vais lui demander, Oui, parce que j'étais professionnel. Avant. professionnel avant D'accord. tout. C'est Dans la compétition, on pourrait avoir la même démarche. mais c'est exactement. C'est la même démarche. C'est Hein. la même. On est d'accord. D'abord, il correspond à ce qu'on attend. Ouais. Après, on va mettre l'affect. Ouais. Et beau ou pas beau, parce que des fois, notamment le chien que j'ai aujourd'hui, j'avais le choix entre deux. Je voulais un chien foncé. Le meilleur était clair. Je me suis posé la question. Ah oui. Mais vous avez pris le clair. J'ai pris Ni trop. On va en parler j'ai- après. Il me semble avoir pris le meilleur. Oui, oui, voilà. Je dis bien, il me semble. Mais Mais- la décision ultime, c'est faite sur les qualités qualités. intrinsèques du chien Oui. et pas sur voilà. D'accord. Et après, vous avez créé cette relation dont vous allez nous Voilà. parler évidemment. Voilà. Mais c'est surtout tellement important, je trouve, pour
pour un maître chien, Oui, on va dire un maître chien pompier. ouais, Les autres, c'est peut-être autre chose, mais un maître chien pompier, c'est tellement important ce côté professionnel. Les pompiers, ils jouent avec la vie des gens. ouais. Ils jouent pas un concours. Et oui, c'est vrai. C'est pas un concours, Ouais. c'est la vie des gens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre plus grande fierté en tant que pompier Sino? Est-ce que vous vous souvenez de... Ma plus grande fierté, c'est d'avoir sauvé la vie des gens. Ouais. Peu importe des interventions, on en fait tous. On en fait tous. Tous les sapeurs-pompiers, maître chien, Sino, en font. Que ça soit un papy de 90 ans ou un gamin qui s'est caché parce que ses parents l'ont engueulé, et il a fugué, entre guillemets, il est parti à 300 mètres de la maison, peu importe, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Même si malheureusement il nous arrive de trouver des personnes décédées, c'est la règle, on sait que ça va nous arriver, on l'a retrouvé. Oui, c'est important pour la famille, c'est ça. Exactement, Bien c'est un sûr. soulagement pour la famille. Donc il n'y a pas celle Oui. il y a pas celle qui est plus belle que les autres. C'est cette fierté-là, de retrouver les personnes égarées. Voilà, c'est de partir avec, de rentrer à la maison avec le sourire et dire, eh ben, on a probablement rendu quelqu'un heureux. Même si on trouve une personne décédée, on rend quelqu'un heureux parce qu'on l'a retrouvé. Bien sûr. Et la famille n'est voilà, plus dans le doute. Il n'y a pas celle qui... qui sort, enfin... Il y en a des plus belles que les autres, il y en a qui sont plus médiatisées que les autres. Donc, est-ce qu'on se rappelle plus de celle-là? Non. Moi, personnellement, non. Moi, toutes mes interventions où j'ai pu faire un positif sont restées gravées. C'est toutes les mêmes, quoi. Quand on entend le chien aboyer et on est à quelques dizaines de mètres, des fois c'est 30 mètres, 40 mètres, c'est 50 mètres ou plus, après ça dépend. Mais quand on l'entend aboyer... Ah, waouh. Ouais, waouh. Mais voilà. Les poils se hérissent. Et puis c'est gravé. C'est Ouais. gravé. C'est gravé. Ouais. Et à vie. Est-ce que c'est déjà arrivé, vous et votre chien, vous vous êtes retrouvés dans une situation dangereuse? Et comment vous l'avez gérée? Alors, dangereuse, oui, sur un terrain de décombre. C'était un tout petit terrain de décombre, mais c'était un terrain de décombre quand même. En intervention, il y avait des trous partout, c'était une maison qui s'était effondrée. Et donc c'est dangereux. C'est dangereux, les poutres, les machins et tout ça. C'est pas sécurisé? Non. Eh ben non. Pas possible, on peut pas sécuriser. Déjà, on est les maîtres chiens, c'est les primo-intervenants. Donc, il y a les sapeurs-pompiers de base qui vont arriver. S'il y a suspicion donc de personnes ensevelies, aussitôt, on déclenche les signaux. C'est les signaux qui arrivent. Et là, c'est ce on appelle les conseillers techniques. Donc, c'est le maître chien qui va dire, on fait ci, on fait ça, on fait l'autre. Est-ce que le gaz est barré? Est-ce que l'électricité est coupée? Tout ça, normalement, c'est fait. Mais le signal doit confirmer. D'accord. Et après, on peut pas sécuriser. Donc, Donc là, vous voulez dire qu'il peut y avoir une poutre qui s'effondre ou une plaque, c'est ça? Une plaque qui se lève, un trou d'un coup, Wow. on passe au travers, mais c'est la règle. Et comment vous le gérez ça pour votre chien? Alors là, le chien ne devient plus un compagnon. Il devient un outil. Ça devient un outil. D'accord. Alors, c'est un outil. Avant tout, c'est mon compagnon, mais c'est un outil. S'il y a quelqu'un dessous, je suis prêt à sacrifier mon chien. Waouh. Ouais, c'est fort, mais ouais. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est dans votre mission, quoi. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Bon, ça ne vous est jamais arrivé? Non. Ouf. Non. Oui. Voilà. Alors, je pense que ça, alors. Ça doit pas être facile à vivre, quand même, hein? Alors, ça m'est arrivé une fois. C'était pas mon chien. D'accord. Les sapeurs-pompiers, on aime la hiérarchie. Ouais. On la respecte pas toujours, mais on l'aime. Mais elle est là. Elle est là. Et donc, dans les signaux, il y avait les signes 1, les signes 2 et les signes 3, avec des responsabilités différentes. Et sur une intervention, donc j'étais signe 2, donc j'étais le responsable de l'intervention signaux, et j'avais un signe 1 avec moi, qui a engagé son chien, c'était sur les hangars de Bordeaux, sur les quais, et son chien a pris une odeur humaine, et a sauté de 7 à 8 mètres de haut. Donc le chien est tombé, il est arrivé au sol. Bon, alors là c'était la misère. Il était même pas décédé sur le moment. Non. Donc vite. Bon, alors là on a arrêté l'intervention, bien évidemment. Il est parti en urgence. Enfin voilà, et le chien est malheureusement décédé. Je crois que c'est 72 des suites. Ou 4 jours après, quoi. C'est-à-dire il était en hauteur, c'est ça? Voilà, il était dans les hangars et il n'a pas vu le vide. Non, alors il a pas vu le vide. C'est des chiens très très conditionnés. Ils sont là pour effectuer un travail et ils se rendent pas compte du danger.
Ils se rendent pas compte du danger. Et alors c'était un Malinois, un petit peu excessif, hein, comme beaucoup. Et il a pris une odeur humaine, ce qu'on lui a toujours appris. Et puis là. Et va vers l'odeur humaine. Ah. Il a sauté. C'est Et terrible. malheureusement. Ah, c'est terrible ça. Et donc ça, moi en tant que chef d'unité, je l'ai. Alors, c'est très mal vécu parce qu'en plus, bon, le sinin. Et oui, le sinin. C'était forcément un ami, parce que voilà. Le chien, j'adorais le chien. Et donc tout ça fait que ça a été compliqué pendant quelques mois, ça a été compliqué. Et lui, il a réussi à rebondir? Le SIN 1? Non, il a arrêté. Ah, il a arrêté. Après ça, il a pas repris. C'est traumatisant. Traumatisant. Ouais. Et même vous avez eu du mal à le. Ouais, ça a été compliqué. Alors, ça a été très compliqué. En revanche, il ne m'en a jamais voulu. Parce qu'en tant que responsable, il aurait pu me dire c'est de ta faute. Et non. On avait assez de complicité et on en a parlé longuement. On en a longuement parlé tous les deux, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Certainement. Dans l'introduction de l'interview, Marc, je vous ai présenté comme un homme polyvalent dans le monde du chien. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisque, alors vous allez me dire si c'est bien exact, mais en effet, de sapeur-pompier cynotechnique à éducateur en club, en passant par conducteur de chien, en ring, campagne, pistage, à formateur pour les professionnels du chien dans le domaine de la sécurité, vous êtes également homme assistant. Pourriez-vous nous expliquer aux auditeurs ce qu'est un homme assistant, s'il vous plaît? Alors, un homme assistant, avant appelé homme d'attaque. Ouais. Pareil, histoire de sémantique. Encore une fois, exactement. Alors, excusez-moi si je dis de temps en temps homme d'attaque, mais oui, homme assistant. Eh bien, pour faire mordre un chien, quel qu'en soit l'objectif. Ça peut être avec une manchette pour motiver un chien, par exemple un chien de sapeur-pompier qui va finir par le but final, c'est faire de la recherche de personnes. On peut motiver donc par le moyen du jeu, donc du mordant, c'est une pauvre manchette. Et le chien vient mordre sur la manchette, il faut bien quelqu'un qui la porte, la manchette. Et ça c'est l'homme assistant. C'est l'homme assistant qui gère ça. C'est son rôle. C'est son rôle. C'est un rôle hyper important. C'est un rôle hyper important parce que cette personne-là, il voit les yeux et il voit les dents du chien. Et donc, il ressent complètement les choses différemment de ce que peut voir le maître. Je ne serai pas vulgaire en disant quand on envoie son chien quelque part, on lui voit pas les dents, on voit l'autre côté des dents. On voit l'autre côté des dents. On peut le dire. On peut le dire. Donc voilà, ce rôle d'homme assistant, il est hyper méga important. Et moi, dans ma carrière, je me suis dit, je ne peux pas me cantonner à ne voir qu'un côté du chien, c'est pas possible. Moins agréable. Non, mais le moins expressif. Oui, le moins expressif. Parce que l'autre, il doit faire flipper aussi quand on voit un chien débouler à toute allure. Oui. Non, mais oui, il y a des fois, voilà, où on n'est pas fier. Mais comme on a confiance, et on se dit après tout, ça va bien se passer. Si il y a des règles à respecter, il y a plein de choses. Mais voilà, j'ai dit, je ne peux pas me contenter que d'un côté. Il faut que je vois l'autre côté. Donc c'est ça un homme assistant. Ok. Et alors on retrouve donc l'homme assistant dans des disciplines que vous avez pratiquées, on va le voir après, mais comme le ring, le campagne. Pouvez-vous nous décrire ces disciplines-là, s'il vous plaît? Alors le ring c'est simple, hein, c'est comme son nom l'indique, ring c'est un terrain fermé par un grillage homologué. Enfin bon bref. Et toute la discipline se pratique dans ce carré de pelouse. Voilà. Le chien n'en sort pas. Il y a des exercices donc de saut. Il y a 3 sauts. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a 3 sauts. Après, il y a des exercices d'obéissance. Pour en citer un ou deux, une suite en laisse, un rapport d'objet, des positions, tout ça. Et après, il y a des exercices de mordant. Aujourd'hui, on dit sport de prise. Voilà, comme on l'a dit. Voilà. Pour pas choquer, mais voilà, pour pas choquer. Mais c'est du mordant. Avec d'un côté, le conducteur, donc, ou le propriétaire, ou le maître, peu importe le nom qu'on va lui donner à cette personne. Il y a le chien. Et en face, il y a encore l'homme assistant. Voilà. Qui, en fonction du niveau, parce que dans toutes ces disciplines, il y a 3 niveaux. Le rôle de l'homme assistant est défini par rapport au niveau du chien. Niveau 1, l'homme assistant est gentil. Niveau 2, un peu moins. Et niveau 3, il n'est pas méchant, mais il ne doit pas se faire mordre. Tout en respectant des règles. Il y a un règlement de la discipline, ring, et il y a un règlement pour l'homme assistant. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut.
D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est jugé. Le campagne, ce sont exactement les mêmes exercices, sauf que, eh ben, comme son nom l'indique, ça se passe en campagne. Donc, c'est un terrain ouvert. Alors, il peut, ben, pendant la compétition, pendant l'exercice, eh ben, il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir quelqu'un qui passe avec une poussette. D'accord. Pendant la suite en laisse. Alors, en principe, tout est balisé, mais malheureusement, il peut y avoir aussi, ben, je sais pas, des canards qui passent. Eh oui. Il peut y avoir un chien qui traverse, il peut y avoir plein de choses. Voilà. Donc des stimuli, des difficultés supplémentaires. Supplémentaires. D'accord. Et il n'y a pas une histoire de pistage en plus dans le campagne? Si. Ah oui. Alors, il y a donc tous les exercices du ring. Oui. Plus du pistage. Donc, il y a 2 types de pistage. Donc, il y a le pistage libre, donc où le chien est envoyé en libre. Il doit attraper un objet et le ramener à son maître, avec des formes différentes, toujours pareil, en fonction du niveau du chien et du conducteur. Voilà. Et après, un pistage avec un trait de limier, c'est-à-dire une longe. D'accord. Qui fait 10 mètres, voilà. Et on rajoute même du rapport à l'eau. En campagne, il y a du rapport à l'eau. D'accord. Voilà. Alors, il y a que le chien qui va à l'eau. Oui, il y a que le chien, oui. Les mecs, pour certains, vaut mieux pas. D'accord. Mais alors, vous affichez un très joli palmarès en ring, en campagne et en pistage. Vous pouvez nous le donner, ce palmarès, s'il vous plaît? Alors, en ring, j'ai mis un chien. Donc, mon premier chien, ça a été en ring 2. Voilà. Donc, mon chien qui était un chien de sapeur-pompier. Voilà. Et ben, il était multitâche, celui-là. Il a fait, oui. Il a fait, donc voilà, du ring 2. Ouais. Je l'ai mis en ring 3. Non, en ring 2, pardon. Ring 2 et campagne 2. Et avec lequel j'ai fait une finale de championnat de France en pistage. Voilà, donc bon, aucun mérite, hein, c'était son travail. Non, si, il y a quand même du mérite. Il y a du travail, il y a du travail. Et après, ben, j'ai fait avec un autre chien, pareil, un malinois, de la compétition, et celui-là a fait aussi du ring et du campagne. Voilà. Moi, j'ai entendu plein de choses sur le monde du ring, Marc. Je ne l'ai pas dans mes questions, mais je vais quand même vous la poser. Allez, parce que c'est vrai que j'ai entendu des choses pas forcément réjouissantes, du type des colliers électriques pour l'éducation. Alors, je sais pas si on parle de dressage ou d'éducation dans cette discipline. Alors, le collier électrique, on en entend beaucoup parler. Il y a des gens qui sont fondamentalement contre, et je les comprends. Il y en a qui sont fondamentalement pour. J'ai peut-être un peu plus de mal à les comprendre, mais tout n'est qu'une question de mesure. Si on se sert correctement d'un outil, ça doit fonctionner. Après, il faut savoir s'en servir. Alors après, oui, si on regarde certains réseaux sociaux dont je tairai le nom, où on voit des gens qui s'expriment beaucoup sur notamment l'utilisation de ce genre de matériel, et quand on regarde, et j'ai rien contre, hein, loin de là, mais quand on regarde ce qu'ils ont au bout de la laisse, je comprends qu'ils en aient pas besoin. Ah oui, d'accord. De ce fameux collier électrique, je comprends qu'ils en ont pas besoin. Moi, si demain je prends un chihuahua, oui. Je n'ai pas de collier électrique, hein. Je n'ai jamais dressé au collier électrique, je ne dresserai jamais au collier électrique. Mais si demain j'ai un chihuahua, il y a peu de chances que je lui en mette un. Le pauvre chien, il va avoir la tête qui va toucher par terre. Si vous avez un tyrannosaure, c'est autre chose. Et voilà. Alors après, je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Voilà. Non, mais c'est dans l'utilisation qu'on fait du matériel. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Du collier chaînette, par exemple, on pourra en parler. Enfin voilà. Après, l'idée n'est pas de lancer un débat, mais c'est vrai que ça pourrait, ceci dit. Mais c'est vrai que moi j'avais entendu parler du collier électrique dans le monde du ring. Donc. Alors le collier électrique, alors on va en parler un petit peu. Il n'y a pas que dans le monde du ring. Ah oui. Non, il y a les chasseurs qui l'utilisent. Ah oui, d'accord. Régulièrement. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, j'ai l'impression que ça choque. Ça choque moins. Voilà. Ça. Alors j'allais dire ça choque plus quand c'est le ring. Oui, et ça choque moins. Mais le résultat, il est le même. Si on met un collier électrique, voilà, on sait à quoi il sert. Voilà. Donc, mais bon, vraisemblablement, c'est voué à disparaître. Oui, voilà, mais ça se fait encore. Enfin,
C'est une méthode d'éducation, en fait, d'éducation de dressage. Ouais, alors, oui, ça se fait. Je répondrai pas à la question d'après, mais oui, ça se fait toujours. Ça se fait D'accord. toujours. Qu'est-ce qu'on gagne lors d'une compétition ring ou campagne? Ah, on gagne. Alors, c'est des lots absolument magnifiques. C'est une. Alors là, je vous vois venir. Ouais. Eh bien, alors, je vais vous donner mon ressenti sur cette compétition que j'ai arrêtée. Enfin, oui, j'ai arrêté depuis des années. C'est-à-dire, on entraîne le chien 4 à 5 fois par semaine. Des fois, et bon, faut pas se mentir, hein, voilà, même si les gens n'osent pas le dire, hein, moi je ne pratique pas la langue de bois, même si des fois on utilise des moyens coercitifs pour obtenir un résultat, on va dire, mais des fois médiocre, employer certaines méthodes pour gagner, comme je vous ai dit, un prix mais absolument magnifique, il s'agit d'une coupe en plastique. Magnifique, ouais. Magnifique prix. Donc voilà, une coupe en plastique achetée dans un magasin. Dans une coopérative, ouais, c'est ça, agricole. C'est mon exemple, c'est une coupe à 1,50 €. Voilà, et on a fait subir de très très vilaines choses à un chien pour gagner ça. Pour gagner ça, on gagne un sac de croquettes, alors quelle que soit la marque, on va en prendre une, par exemple, hein, c'est pas Royal Canin, alors que moi je donne France Croquettes, donc le sac, et on sait pas quoi faire, on sait pas quoi faire, alors on le donne à un copain ou à une copine, ou à son frère ou à sa sœur. Donc globalement, la seule chose qu'on gagne, c'est le droit de revenir. C'est de l'ego. On gagne de l'ego. Voilà, c'est ça. On gagne de l'ego. Voilà, l'ego. L'ego d'avoir dit j'ai gagné un concours. Voilà. Alors, voilà, chacun aujourd'hui, je l'ai fait comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde non, mais comme tout compétiteur. Oui. Mais j'ai fait des choses. Et voilà, je crois qu'arrivé un moment, il est temps de se rendre à l'évidence, de dire est-ce que ça vaut le coup? Oui, d'accord. Qu'est-ce que j'en retire? Je regarde mon chien. Est-ce qu'il est heureux? Il me regarde. Est-ce qu'il me regarde vraiment avec les yeux de l'amour? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que les coupes, on en a tous gagné, hein. Bien souvent, dès qu'on fait un concours, on gagne une coupe. Et on en a. J'en connais qui les entassent dans des cartons. Bon, mais déjà, si tu dois l'entasser, la prends pas. Déjà, pour commencer. Et puis après, qu'est-ce qu'elle fait, cette coupe-là? Ouais. Et à quel prix, quoi, en fait, c'est ça? Ouais. Par rapport au chien. Par rapport au chien, je veux dire, voilà. À quel prix par rapport au chien? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Est-ce que ça vaut le coup, tout ça? Bien sûr, je comprends. Et dans cet univers, il y a une bonne ambiance entre les conducteurs? Alors, si on parle, il y a 3 grandes disciplines, trois grandes disciplines. Il y a le ring, comme on l'a dit, le campagne et le monde du ring. Le monde du ring, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu un mix entre les deux, entre le campagne et le ring. Alors, si on parle d'ambiance, alors, le campagne, oui, c'est hyper sympa, mais ça risque de faire sourire pas mal de gens, mais tant pis. Le campagne, c'est rural. C'est rural. C'est sympa, bon enfant, c'est ça? Voilà, c'est rural, c'est sympa, c'est bon enfant, c'est casse-croûte, c'est convivial. C'est convivial, on passe un bon moment, les gens se connaissent. Alors c'est un tout petit milieu, il y a très très peu de concours, donc très très peu de concurrents. Donc tout le monde se connaît. Il y a un concurrent adverse qui vient de finir son parcours, et ils s'applaudissent entre eux. Ah oui, c'est très fair-play alors. Ils vont se féliciter les uns les autres. Ouais, t'as fait un super. Ils sont hyper contents, c'est une belle ambiance. Après, on a le ring français. En plus, donc voilà, on est très chauvin. Il y a le ring français, il y a le ring belge, c'est autre chose. Il y a le ring français, et là, c'est une ambiance tout autre. Ah oui. C'est une ambiance tout autre. Voilà, alors les bords de terrain. Alors, je veux pas dire de mal parce que ça ne servira à rien. On ne va pas s'enrichir pour autant, ça fera pas changer les choses. On va dire que c'est une toute autre ambiance. Voilà. Comprendra qui veut. Comprendra qui veut, exactement. Exactement. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler, on y vient quand même, de votre chien, de Nitro, votre binôme, qui est un berger hollandais de 7 ans et demi. Oui. Quelle est son histoire? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Alors, j'avais une amie que j'entraînais pour des chiens de sécurité. Elle avait déjà 2 chiens, elle avait un canet corso et un berger allemand. Et elle en voulait un 3e, elle voulait avoir un 3e chien de sécurité. Et bon, elle voulait pas faire comme tout le monde, elle voulait pas de malinois. Et donc elle a réfléchi, et elle a dit, tiens, un
un berger hollandais. Pourquoi pas? Alors bon, elle est beaucoup plus passionnée sur le côté élevage, le côté génétique. Donc elle s'est énormément penchée sur cette race. Et un jour, elle m'a dit, ben, suis-moi, j'ai trouvé un éleveur. Bon, ben, je l'ai suivi. On est allé voir ses chiots, et puis pourquoi pas revenir avec un. Et donc j'ai fait la connaissance de cet éleveur. Et ça a tout de suite accroché. Alors c'est un éleveur, ce qui est très très rigolo, c'est que c'est un éleveur de berger belge malinois depuis 25 ans. Et il a récupéré, j'ai bien récupéré une chienne hollandaise. D'accord. Et il a voulu faire une saillie avec un chien, un très très bon berger hollandais, mâle, qui a fait une finale du championnat de France de ring. Donc là, on est quand même dans le haut niveau. Et donc, il a fait cette portée, il a eu un petit show. Et mon ami du moment me dit ah ben j'en prends un, il est super bien, tout ça. Bon, moi j'ai sympathisé avec cet éleveur, mais vraiment vraiment sympathisé. Et je lui dis, on a beaucoup discuté sur les choix, sur ce que j'aimais, ma façon d'éduquer, de dresser, puisque pour moi c'est pas tout à fait la même chose. Et je lui ai dit en partant, parce que je n'avais plus de chien à l'époque. D'accord. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais pas de chien, et je lui ai dit, j'attendrai le temps qu'il faut, mais je veux un chien de chez toi. Un an après, ben, il m'a appelé, et il m'a dit, Marc, ça y est, j'ai enfin ce qui va te convenir au mieux. Ah, j'ai dit, donc, ah, super, je suis hyper content, machin, il me tarde de venir te voir, et tout, il me dit, il y a un petit problème. Ah. Il me dit, c'est pas un jaune, donc, c'est pas un berger belge malinois, puisque nous, les malinois, c'est pas les jaunes. Donc il me dit, c'est pas un malinois, il me dit, c'est un berger hollandais. Oh mince. Donc là, sur le coup, quand même, voilà, il y a eu un petit blanc. Et j'ai dit par respect, parce que bon, voilà, il a eu la patience d'attendre un an. Et il me rappelle, donc il faut que j'aille le voir. Bon, je suis revenu avec. Voilà. Et comment l'avez-vous choisi, Nitro, par rapport aux autres? Alors déjà, j'y suis allé parce que il m'a vendu sa portée comme une portée exceptionnelle, Ouais. avec une génétique. Puisque bon, alors je le sais aujourd'hui, à l'époque je ne le savais pas, mais il me l'a vendu comme une portée exceptionnelle, et la génétique est exceptionnelle. Et puis voilà. Donc j'ai voulu aller les voir. A priori, c'était des phénomènes. Déjà tout petit, à 6 semaines, c'était déjà des phénomènes. Et j'ai dit bon, ben je vais voir. Et puis après, on fait comme. Vous avez fait les tests dont vous parlez. Ah oui. On fait nos petits tests. Vos petits tests secrets qui n'est plus un secret maintenant. Ouais, aujourd'hui, tant pis, c'est plus un secret. Mais voilà, j'ai fait mes petits tests, et puis et puis ben voilà, et puis au bout d'un moment, ben il fallait prendre une décision. Et vous avez choisi. Il y en a 2 qui sortaient du lot, et ben il y en avait un qui était beau, mais vraiment très très beau, et il y avait l'autre qui était vraiment très très bon. Ah. Lequel là, le cœur balance. Le cœur balance, le beau, le bon. Et arrivé un moment, eh bien, faut faire un choix. Et ben la raison l'a emporté, j'ai pris le bon. Voilà. Sans aucun regret, parce et que. Aujourd'hui. Voilà. Et comment vous avez choisi son nom, Nitro? Alors bon, quand c'est un chien qui est LOF, donc oui. inscrit au livre des origines français, il y a des lettres à respecter. Moi, j'estime j'estime qu'il faut la respecter. Voilà, après on peut l'appeler comme on veut, mais moi je trouve que ça on peut mettre l'initiale à apostrophe. Exactement. Mais disons que ça donne une notion de l'âge. C'est vrai. Moi, du coup, je savais qu'il avait, alors, dans les 7 ans. Dans les 7 ans. Voilà. Après, c'est 7 ans et demi parce qu'il est début d'année. Voilà. D'accord. Et voilà, ça donne une idée sur l'âge. Ouais. Et donc, voilà. Quand on est passionné par les chiens, de savoir que un chien il a 5 ans et qu'il a tous les poils blancs, qu'il commence un peu à boiter, que celui-là il a 8 ans et il est super bien, on n'a pas besoin d'aller voir le maître et de lui dire quel âge il a. C'est pour se donner des idées. Oui. Mais je sais pas comment j'ai choisi. Je sais pas. Nitro, c'est explosif ça. Ouais, mais petit, il était. Ouais, petit, c'était quelque chose. Ah, voilà. Donc, ça lui colle assez bien. Petit, c'était quelque chose. Et plus particulièrement au sujet de votre relation, vous la qualifierez comment, votre relation à tous les deux? Fusionnelle. Ouais. C'est le chien d'une vie? C'est le chien de ma vie. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Il est exceptionnel, ce chien. Ouais. Alors peut-être aussi, il faut aussi dire que j'ai peut-être pas vécu avec lui comme j'ai vécu avec les autres. Donc on n'a pas les mêmes idées à 30 ans. C'est vrai. Qu'à 60 ans. C'est vrai. Sans porter de jugement. Moi, il y a eu pendant des années et des années, mes chiens vivaient en chenil, ne rentraient pas dans la maison. C'était comme ça.
Il y avait même pas à discuter. C'était comme ça. Lui, il est à la maison. Il est bah, même plus qu'à la maison parce que tout à l'heure, il est monté sur le banc. oh oui, non, mais puis il fallait lui dire de pas monter sur la table. Mais non, mais voilà. Mais Ouais. non, oui, Oui, il oui. rentre à la maison, il dort dedans. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Il y a une vraie relation, ouais, de tous les jours, quoi, de C'est tous les vraiment, instants. voilà, c'est vraiment autre chose. Alors, comme on disait, Mm. on l'a dit plusieurs fois pendant l'interview, c'est obéir d'amitié. Quand je l'appelle, Oui. il revient. Par amour. Peu C'est même. importe ce qu'il est en train de faire. Ouais. Peu importe ce Mm. qu'il est en train de faire, il revient. Par amour, là. C'est même plus que l'amitié, c'est par Ouais, amour. mais là, c'est parce que papa, Ouais. il m'appelle Ouais. et je suis content de revenir. Des fois, il revient même pas jusqu'à moi, mais il m'a regardé. Quand il me Oui. regarde, voilà, Les yeux de l'amour. c'est les yeux de l'amour, quoi. Mm. Et ça, c'est Mais ce sont les plus beaux yeux, hein. c'est En tout oui, cas. oui, c'est le seul que j'ai comme ça, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pourriez donner 3 adjectifs qui qualifieraient Nitro? La puissance, un chien très puissant, très fort. Alors, dur, c'est un chien qui est dur, mais il est tellement attachant. Voilà. Puissance, dur, puissant, dur et attachant. D'accord. Voilà, puissant, dur et attachant. D'accord. Et vous auriez un meilleur souvenir à nous donner avec lui? Des anecdotes, mais j'ai voulu tester son obéissance parce que je me plais à dire, jusqu'à aujourd'hui, je me plais à dire à tout le monde que j'arrête mon chien sur tout ce qu'il fait, je suis capable de l'arrêter, de lui dire de revenir, peu importe derrière quoi il court, D'accord. je le rappelle, il revient. Et il y a pas très longtemps, donc j'étais dans le Lot chez ma mère, et je vois le chien, on était sur un petit chemin de campagne, et je vois le chien qui lève le nez, donc Sur une piste? Enfin, il prend voilà. une odeur il prend une odeur de gibier. de gibier. Ouais. Voilà. Et je dis, je le laisse faire, je vais voir. Et bon, alors, hop, il commence à courir, et là d'un coup il me passe devant. Enfin, d'abord, le lièvre me passe devant. Ah. Quelques mètres derrière, je vois Nitro partir, et ils partent dans un champ, mais très très plat. Je le voyais, mais super bien. C'était un champ qui avait été travaillé, donc on y voyait super bien. Et je l'ai laissé partir. Il courait toujours derrière le lièvre. Et puis je sais pas, on était environ 150 à 200 mètres. Ah oui. Voilà. Et là, je l'ai appelé. Il a fait demi-tour, il est revenu. Ah, chouette. Donc voilà, Ah ouais. enfin, pour moi, c'est ce qui le caractérise, et c'est des anecdotes. Alors après, des anecdotes, il y en a plein, il y en a tous les jours. Bon. Mais ça, c'est voilà. Et voilà, c'est. Ouais, ça c'est chouette. Mais Quand c'est, vous arrivez à ça, de toute façon, c'est le but ultime, hein. mais Et c'est le le rappel, c'est on lui sauve la vie. tout à fait. On lui sauve la C'est vie. C'est pas pour me faire plaisir, mais c'est Mm. que je sais que je peux le laisser faire ce qu'il veut, partir, faire ce qu'il veut. Si je le rappelle, il va revenir. Mais elle est là aussi la force de votre relation. Parce qu'un chien qui ne revient pas, c'est que le conducteur, enfin le maître, ou peu importe, Oui, effectivement, peu importe, comment on oui. l'appelle, n'est pas suffisamment intéressant. En tout cas, est moins intéressant que ce après quoi il court, ou Oui, on est d'accord? oui, mais il faut se poser la bonne question. Ça c'est un constat. Ouais. Qu'on fait là, c'est un constat. Mhm. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est surtout pourquoi. Pourquoi on n'est pas plus intéressant que Ah, et quelles pourraient être les réponses? Pourquoi on pourrait être moins intéressant? parce qu'on n'a pas su mettre les choses en place correctement, D'accord. ou alors on a arrêté peut-être quelque chose trop tôt, ou qu'on n'a pas insisté assez. On n'a pas insisté notamment sur la récompense, ou on l'a peut-être arrêté trop tôt. Parce que là, quand vous rappelez Nitro, vous n'avez pas de récompense après. Si la voix, vous pouvez encore utiliser la balle ou la croquette? J'utilise la croquette. Ouais, tout le temps, systématiquement. Non, pas Pas systématiquement. systématiquement, ouais. Mais on prend un exemple. Si j'appelle mon chien 10 fois, Mm. et sur 10 fois, je lui donne la croquette Mm. 9 fois. La deuxième, quand je vais l'appeler, il va revenir, Mm. parce qu'il croit qu'il va avoir la croquette. Et la 11e fois, je le rappelle, ben, je lui donne la croquette. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est pas systématique, mais c'est quand même la majorité. C'est la majorité. Enfin, alors moi, je fonctionne comme ça. Ouais, voilà. Après, je ne dis pas que c'est la solution. Ouais. Je dis pas que c'est la solution. Je dis que c'est la mienne. Et pour l'instant, je trouve qu'elle est efficace. Oui, Ouais. mais tout à l'heure, par exemple, dehors, avec Nitro, vous avez joué à la balle. Moi, je vais lancer la balle. Quand vous le rappelez, là, vous n'aviez pas la croquette parce que vous étiez avec la balle. Oui. On est d'accord. Mais là, vous partez avec votre maman.
vous baladez, enfin je sais pas s'il y avait bref votre maman ou pas, mais il y avait le lièvre et Nitro, vous le rappelez, là vous aviez des croquettes. Ce jour-là, je les avais pas. Ah voilà, donc là c'est la 10e fois on va C'est la dire. 10e Ou fois. la 11e, voilà, Voilà. d'accord. Mais Ok. le jour suivant, Oui, vous appliquez à en avoir. et je me suis préparé. J'ai dit, si jamais il repart, Oui. et qu'il Eh oui. les conditions sont les mêmes, qu'il reparte derrière Oui. un lièvre, un gibier, peu importe, il faut qu'il ait une récompense. Oui, bien sûr. Il faut que je l'ai, surtout. Ouais. Mais lui, il a peut-être pas couru la fois suivante. Donc comment est-ce que vous l'avez, alors vous l'avez rappelé pour le rappeler, vous le récompensez. Voilà, Gratuit. pour ancrer ça en fait. Voilà, gratuit. Voilà, d'accord, ok, ah, très intéressant. Merci Marc. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les débutants font avec leurs chiens et comment est-ce qu'on pourrait les éviter? Alors, pour moi, c'est des erreurs. Déjà, je dirais des erreurs de comportement. C'est-à-dire, on veut aller trop vite. On veut aller trop vite. Il y a quelqu'un qui m'a appris le pas à pas. Voilà. Et je pense que il a raison quand il parle comme ça. C'est-à-dire pourquoi griller des étapes. Le fait de prendre son temps n'en fait pas perdre, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est vrai. C'est pas pour. C'est paradoxal, mais c'est pas faux. Enfin, c'est même vrai. Non, on prend son temps, ouais. Mais à l'arrivée, on en gagne. Eh ben oui, puisqu'on a ancré les choses, on a mis de bonnes fondations, en fait, c'est ça. Et puis, on arrête. Pour moi, la plus grosse des erreurs, c'est que les gens ont tendance à arrêter trop vite la récompense. Eh oui, j'allais vous demander quelle serait la plus grosse erreur. Ça serait celle-ci, d'arrêter trop tôt. Pour moi, oui. Enfin, moi, c'est mon avis, oui. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? C'est ça que je comprends pas. Alors, c'est quoi? On manque de persévérance? Peut-être? Non, on croit que c'est acquis. Ah, oui. On croit que c'est acquis. C'est ça le problème, c'est que je rappelle le chien 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Bon, maintenant, il sait faire, je le rappelle, il va revenir. Ouais, Et puis, il suffit d'une fois où il désobéit. Une fois, il désobéit. Quelles que soient les raisons, il peut désobéir parce qu'il n'a pas bien entendu ou parce qu'il n'a pas bien compris. Et il désobéit. Et ça y est, c'est fini. On a mis le doigt dans l'engrenage. Sauf si on rectifie tout de suite. Mais sinon, voilà. D'accord. Ok. Et quels seraient vos conseils pour établir et maintenir une relation de confiance solide entre le conducteur et son chien? Parce que c'est quand même très important. La complicité, elle passe par. Alors la complicité, elle passe par la récompense. C'est le jeu. Le jeu, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être la balle, ça peut être une corde. Il y en a qui jouent avec des cordes, pourquoi pas. Ça peut être un boudin, ça peut être tout ce qu'on veut. Il y a le jeu, ça peut être un frisbee, ça peut être n'importe quoi. Enfin, et l'alimentaire, la pouffe, cette récompense qui fait que le chien, s'il a pas ça, il n'a pas de vie, il vit pas quoi. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui maintient. En premier pilier, on va dire. Voilà, en premier pilier. Après, on peut déborder et on peut parler de respect, mais après c'est très vaste. C'est très vaste. Ouais. On peut il faut être juste aussi. Oui, c'est vrai. Il faut être juste. Cohérent. Là, on n'a parlé que de récompense, mais malheureusement, la vie n'est pas faite que de récompense. La vie n'est pas faite que de récompense. Il peut y avoir sanction. Quand on dit sanction, un simple non. Le mot non est une sanction. Pour moi, c'est une sanction. Oui. C'est rien. Mais il faut savoir le gérer, le mettre au bon moment, avec la bonne intonation. Il y a tellement de paramètres qui font que le chien peut très bien ne pas comprendre ou mal interpréter ou. C'est tellement compliqué. Après ça, c'est. Non, c'est sûr. On va accueillir Marie, Marc. Oui. D'accord. Bonjour Marie. Tu nous rejoins donc pour la suite de l'interview. Peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Marie, j'habite à Léognan, à l'endroit où on a effectivement le centre accru, le centre de formation. Alors au départ, j'ai une profession qui n'a rien à voir avec les chiens, puisque je suis interprète de conférences. Mais les chiens, voilà, c'est une passion. J'ai toujours voulu en avoir quand j'étais petite, c'était pas possible, on habitait en ville. Donc dès que j'ai pu avoir des chiens, j'ai eu un premier chien qui a été adopté à la SPA. Ensuite, j'ai eu des chiens de différentes races qui étaient des chiens de compagnie, éduqués, parce que je pense que même un chien de compagnie, ça doit être éduqué. Et puis, j'ai eu l'occasion de côtoyer des chiens de travail.
Et je me suis dit que effectivement les chiens de recherche, c'était quelque chose que je trouvais extraordinaire et j'avais un jour envie d'avoir un chien pour faire de la recherche. Alors j'ai eu un berger allemand, bon, ça ne me convenait pas tout à fait, mais on a fait du pistage. Et puis ensuite, eh ben, j'ai eu enfin un malinois avec lequel je fais de la recherche de personnes. Et comme ce malinois a 10 ans maintenant, et donc il n'est plus de première jeunesse, il faut une relève. Donc maintenant, il y a un autre petit malinois qui a 1 an. Alors, les deux chiens que je connais bien, Yound, pour les citer, et Unique maintenant. Deux chiens, Yound est très, très, très fort, et Unique est encore en formation. Mais Oui. alors, lui, il promet carrément, hein. Alors, Unique est en formation. Unique, il a 1 an seulement. Et c'est encore un bébé dans sa tête. Donc, oui, il va falloir un petit moment, certainement, avant de pouvoir en faire un chien qui soit opérationnel. Voilà, je pense qu'il a les dispositions pour et qu'avec du travail, avec de l'implication, en entraînant régulièrement, on devrait arriver à faire un bon chien de recherche. Sans aucun doute. Alors, qu'est-ce qui vous a amené tous les deux enfin, Marc a créé Accru et a co-dirigé ensemble ce centre de formation. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste ce centre? Alors le centre, ça s'est fait un petit peu par obligation puisque moi déjà j'entraînais des chiens de sécurité, j'entraînais des chiens pour des polices et pour certaines administrations autres. Et arrivé un moment, eh bien l'administration nous a rattrapés et nous a dit si vous voulez continuer, il faut basculer sur sur une structure officielle. Et donc voilà, avec Marie on se connaît, ça fait on va pas le dire, ça fait quelques années. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on franchit le pas ou pas? Et bon, alors c'est Marie qui m'a poussé. Moi, j'étais moyennement chaud, même si oui, c'était tentant, mais c'est l'inconnu. Je suis pas un gros courageux. L'inconnu me fait peur. Ce sont les hommes, ça. C'est les hommes, c'est exactement ça. C'est clair. C'est les hommes. Vous savez, Marc, on dit que derrière tout grand homme, il y a une femme, hein. Ouais, oui, il paraît. Mais voilà, moi j'étais pas très chaud parce que l'inconnu me fait peur, comme je disais. Et donc Marie m'a poussé et parce que moi le monde du chien ça va, mais tout le reste c'était vraiment pour moi limite infaisable quoi. Oui, Et donc Marie était là, du coup. elle était là et elle était plus que là puisque c'est grâce à elle. Mhm. Et c'est elle qui a tout fait. Voilà. Donc voilà, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à encore une fois le maître mot, c'est le travail. Ouais, Le travail. Et alors, en quoi consiste ce centre de Alors le formation? centre, alors moi je ne vais parler que d'une partie, c'est de la mienne. Marie va parler de la sienne, Oui. qui est pas forcément la plus rigolote. Elle n'est pas inintéressante, mais elle le dira mieux que moi. C'est de former des chiens former des chiens de sécurité. Alors quand on dit former des chiens de sécurité, c'est-à-dire qu'on est un centre donc agréé par le CNAPS pour délivrer un diplôme. On a cette mission-là, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de délivrer un diplôme et donc d'offrir presque un emploi. Oui, c'est un sésame un peu quand même, hein. Voilà. Mm. Mais moi, ça n'est que la partie chien, donc c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus facile. C'est celle que je connais depuis des années. Pour moi, c'est la partie la plus facile. La partie la plus compliquée, quelque part, c'est Marie qui l'a fait, quoi. Alors moi, Marie, tu vas nous expliquer ça. Je sais pas si c'est la partie la plus facile ou la plus compliquée. En tout cas, c'est celle qui vous passionne. Et puis, du coup, Marie, c'est à toi qu'incombe la partie. Tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle? Alors moi, je m'occupe de l'administratif au sens large du terme, parce qu'en fait, un centre de formation pour des agents de sécurité cynophiles, c'est un centre, comme a dit Marc, qui est agréé par le CNAPS, qui est le Conseil national de surveillance des activités privées de sécurité, et donc il doit nous délivrer un agrément. Pour que cet agrément nous soit délivré, il faut aussi qu'on démontre qu'on a les qualifications nécessaires. Alors, il y a d'une part les qualifications, je dirais, de sécurité, c'est-à-dire démontrer qu'on a des installations qui correspondent, que les gens qui forment sont titulaires des autorisations, des diplômes nécessaires. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ça, on rajoute encore une autre couche, c'est une certification Calliope.
Et la certification Calliope, elle atteste du fait qu'on a des processus qualité qui sont mis en place, qu'on fait un suivi de nos stagiaires, qu'on a des cours qui correspondent à un certain niveau, qu'on a des procédures pour gérer les abandons, pour gérer les inscriptions, etc. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, la certification Calliope, elle est indispensable pour pouvoir être financée par les organismes publics, par France Travail. Alors, j'allais te demander, voilà, d'un point de vue financier, hein, c'est finançable en partie, enfin, par le CPF, le compte Alors, personnel formation, hein, c'est cela? c'est finançable par le CPF et c'est finançable également par les aides de France Travail pour les gens qui sont en recherche d'emploi D'accord, et également par des aides qui sont fournies par la région. Parce que la d'accord, région Nouvelle-Aquitaine finance également très bien. des formations. D'accord. Donc ça veut dire beaucoup de papiers. Mhm. Ça veut dire beaucoup de choses à mettre en place qu'on ne connaissait pas, ni l'un ni l'autre. Alors moi, j'avais une expérience de gestion d'entreprise puisque j'étais à mon compte, que j'avais une société de traduction. Non. Mhm. Donc je savais déjà ce que c'était de gérer une entreprise, mais là, c'était quand même un autre domaine. Mhm. Et on s'est lancé là-dedans, grâce au confinement, entre autres, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu le temps de réfléchir pendant un Bien certain sûr. nombre de semaines où nous étions confinés ensemble à tout ce qu'il allait falloir faire et tout ce Et qu'il à allait mettre en falloir place. mettre en place. Ouais, bien sûr. Non, Et c'est très bien. on a légèrement sous-estimé la charge de travail quand même. Ah ouais, mais on se rend peut-être pas forcément compte de tout ce qu'il y a à faire. Mais tout à l'heure, tu parlais d'une partie cours. Donc Marc disait qu'il s'occupait de la partie chien, enfin on va dire pratique. Mais alors qui donne les cours, les cours théoriques? On a une formatrice qui donne les cours D'accord. théoriques, qui a le diplôme qui vont bien, parce qu'effectivement, il faut attester d'un certain nombre de connaissances, il faut une certaine expérience, et donc on a une formatrice qui s'occupe de la partie théorique, Marc s'occupe de la partie pratique avec l'aide d'hommes assistants, et moi je m'occupe des papiers, et également D'accord. des relations avec les clients, avec les stagiaires, des petites questions logistiques à régler, voilà. Et tout ça fait que voilà que le centre fonctionne très bien. Je crois que vous formez un très large panel hein, de professionnels du chien dans le domaine de la sécurité. Si je ne me trompe, il y a la sécurité, la SUGE, la police municipale. Vous pouvez nous dire un petit peu Alors oui, on va essayer d'oublier personne pour pas les vexer. Voilà, tout ce qui est sécurité privée, voilà, ça c'est le gros de notre activité quand même. Après, on a les polices municipales de Gironde. Alors, on va se faire plaisir, on va dire qu'on les a toutes, même s'il nous en manque une. Ah, mais vous Mais ça l'aurez va pas bientôt. tarder, ça va pas Voilà, tarder. vous l'aurez bientôt. Ça va pas tarder. Après, voilà, on a d'autres polices municipales, d'autres départements qui commencent à venir. On a la SUGE, donc la SUGE, c'est la Sûreté ferroviaire de Bordeaux. Et après, après, on a eu la visite de l'équipe cynophile gendarmerie d'Aquitaine. Voilà, et on a des relations avec pas mal d'autres administrations. On a le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui est aussi un chenil et qui vient former ses maîtres chiens chez nous. Ouais, c'est Parce très qu'il leur bien. faut une carte professionnelle aussi. Et donc voilà, et puis on n'est pas fermé à d'autres possibilités. Là, on nous a proposé un partenariat avec des militaires. Donc pourquoi pas? Ah, c'est bien. Pourquoi pas? Ça peut être Ça intéressant. élargit encore, Encore une le. fois. Ouais, ouais. Encore une fois. Bah après, je crois que vous les aurez tous, non? Ben, le but, c'est de s'ouvrir à tout ce qui peut nous apporter et échanger. C'est surtout ça aussi. Oui. Ben, Marie comme moi, je crois qu'on est surtout basé sur l'échange. Ce n'est pas que recevoir. Si on peut donner, on donne. Bien sûr qu'on aime recevoir comme tout le monde, mais c'est un échange. C'est un échange. D'accord. Et vous pouvez nous parler un petit peu plus spécifiquement des formations? Il y a plusieurs types de formations. Combien de temps ça dure? Alors, la formation, ce qu'on appelle la formation initiale, elle dure 9 semaines. Et cette formation, elle est indispensable pour que l'agent de sécurité puisse avoir cette spécialité cynophile et puisse inscrire ce chien sur sa carte professionnelle. Parce qu'il faut quand même préciser que tous les agents de sécurité privée doivent avoir une carte professionnelle, donc doivent avoir fait les formations qui vont bien pour avoir cette carte professionnelle, avoir également satisfait une enquête de moralité, et cette carte professionnelle, elle est délivrée pour 5 ans. D'accord. Et donc ça, c'est la formation initiale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le MAC,
c'est-à-dire le maintien et actualisation des compétences, puisque ces mêmes agents de sécurité, tous les 5 ans, doivent faire une remise à niveau, que ce soit pour l'activité de gardiennage sans chien ou pour l'activité cynophile. D'accord, Donc, on assure effectivement cette formation qui dure 4 jours et demi. d'accord. Donc la grosse formation, la formation initiale qui dure 9 semaines, c'est celle-ci, la grosse formation, et ensuite des mises à jour, des mises à niveau. Il y a cette mise c'est à ça niveau, Oui. donc tous les 5 ans, D'accord. et il y a également 21 heures d'entraînement obligatoire pour les agents de sécurité cynophiles, 21 heures qui sont prises en charge par les employeurs et qui sont obligatoires également pour pouvoir ensuite renouveler cette carte professionnelle en faisant le MAC. Et il y a également ce qu'on appelle l'ajout de chien, c'est-à-dire qu'en fait, les chiens ils vieillissent et donc les agents de sécurité pour pouvoir continuer à travailler ont besoin d'un chien. Soit ils ont 2 chiens en parallèle, ce qui est plus rare parce que ça demande quand même, ça a un coût, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais lorsque leur chien vieillit, vers 7 ans, vers 8 ans, il faut donc un nouveau chien. Et ce nouveau chien, il doit avoir une formation spécifique également d'une durée de 70 heures pour pouvoir être inscrit sur la carte professionnelle. Ce n'est pas la formation initiale, ce n'est pas la mise à jour, la mise à niveau de 5 ans, c'est encore autre chose. Ah oui, dis donc, ça fait pas mal de choses à gérer, de formation. Ça, c'est pour les formations des agents de sécurité. Ensuite, en ce qui concerne les policiers municipaux, il y en a certains qui font effectivement une formation initiale de manière à avoir un titre, puisqu'actuellement, il n'y a pas de titre officiel pour les agents cynophiles de police municipale. Et puis, il y a les entraînements réguliers, puisque un chien, pour garder son niveau opérationnel, et c'est valable pour son maître aussi, il faut s'entraîner régulièrement. Et donc, ils viennent s'entraîner entre 2 et 4 fois par mois. D'accord. Et donc ça, ce sont des prestations aussi Qu'on propose. que vous proposez, Oui. bien sûr. D'accord, c'est très intéressant. Il y aurait des choses à ajouter sur le centre de formation accrue? Vous voyez autre chose? On n'est pas fermé à d'autres activités. Notre activité principale, oui, c'est la sécurité, mais on aimerait bien, dans un avenir proche, faire de la recherche de personnes. Mais Marie l'a dit, elle a un chien qui est opérationnel, elle en a un qui est en formation. Pour l'instant, en Gironde, il n'y a pas de structure comme ça. Il n'y a que les sapeurs-pompiers qui font ça en Gironde. Et loin de nous l'idée de leur voler leur travail. Mais si on peut, vous connaissez bien le milieu. c'est bien pour ça. Donc, mais si on peut les aider, allez, on va le formuler comme ça. Si on peut les aider, s'ils ont un manque d'effectifs, si il y a un manque de disponibilité, pourquoi pas les aider. Donc pourquoi pas monter de notre côté aussi une section de chiens de recherche. Parce que tout à l'heure là vous parliez justement, je vais rebondir dessus, que vous vous faites plaisir, Marc, en entraînant les chiens. Mais alors il doit y avoir des jours difficiles là, où il pleut, je sais pas, où ça doit pas toujours être facile, même pour vous d'être motivé ici. Non, c'est pas facile tous les jours. Faut pas celui qui va dire non, c'est génial et tout, non, c'est un menteur. Non, il y a des jours où il fait froid, il y a des jours, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est fatigué parce qu'on a fait du sport. Moi, je fais toujours du sport et puis je crois que j'en ferai jusqu'à la fin de mes jours. Et il y a des jours, oui, effectivement, c'est compliqué, mais il faut pas regarder le côté négatif tout le temps. Il faut regarder ce que ça nous apporte. Dans la globalité. Que ça nous apporte. Bien sûr. Moi, à chaque fois que je repars de l'entraînement, j'essaie de trouver quelque chose de positif et de dire j'ai appris ça aujourd'hui. Ah, c'est chouette d'avoir cette démarche, cette réflexion. Bravo. Oui, c'est l'âge. Ah, ça doit être ça, la sagesse. La sagesse. C'est l'âge. Et quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux auditeurs sur l'importance de votre travail et également sur l'importance des chiens dans le sauvetage? Alors, en ce qui concerne la partie, je dirais, de formation du centre, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver peut-être à faire comprendre aux gens que les agents cynophiles de sécurité sont des gens qui aiment leurs chiens, qui respectent leurs chiens. C'est leurs auxiliaires de travail, c'est leurs compagnons de vie parce qu'ils sont tout le temps avec eux. Quand ils sont toute une nuit entière à faire du gardiennage, ils sont tout seuls avec leurs chiens.
Alors oui, il y a des brebis galeuses. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est évidemment souvent ces brebis galeuses qui vont faire la une des médias. Mais oui, l'idée, c'est effectivement de faire comprendre que les agents de sécurité sont des gens qui sont respectueux de leurs chiens et qui les aident. Voilà, sur ce plan-là. Et c'est important justement que des formations existent maintenant Pour cadrer un encadrement, voilà. qu'il y ait un suivi aussi de Bien sûr. l'entraînement pour Bien sûr. en faire une profession à part entière. Reconnu et avec effectivement un cadre. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on entend parler des cas. Alors c'est le chien qui trinque, c'est ça qui est. Tout le temps, c'est lui. C'est ça. En tout cas, moi, je pourrais passer encore des heures à vous écouter parler de cette passion commune que sont les chiens. Mais toute bonne chose ayant une fin, on va devoir terminer cette interview. Cependant, avant de conclure, j'aimerais vous demander 2 choses. Alors, l'un et l'autre, hein. Si vous voulez répondre l'un après l'autre, avez-vous un modèle, une personne, une citation, une philosophie de vie qui vous inspire, que ce soit dans le domaine du chien ou pas? Comme ça laisse le temps à Marc de réfléchir. Non, moi j'ai déjà ma réponse. Vas-y. J'ai déjà ma réponse. Alors moi, dans le monde du chien, des sapeurs-pompiers, j'ai travaillé pendant 20 ans. J'ai fait du chien chez les pompiers pendant 20 ans. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de maîtres chiens, comme tout le monde, hein, comme tous les pompiers. Et il y a un monsieur qui s'appelle Mourad Groom, Que je connais bien. qui dans le monde du chien de secours m'a tout appris. Voilà. Alors, il est pas bon partout, ce monsieur. Son caractère. On peut pas. Ah oui, non, ça, il a très très mauvais caractère. Bonjour Mourad, si tu nous entends. Affreux, mais affreux. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et il m'a, dans le monde des pompiers, il m'a tout appris. Il m'a appris la passion, il m'a appris la patience, il m'a appris l'humilité, il m'a tout appris. Et un jour, il m'a dit une phrase: un exercice est compris quand le chien est capable de le faire 50 fois dans 50 endroits différents. Et je pense que quand on a compris ce que ça veut dire, ce que cette phrase veut dire, eh ben, on a compris beaucoup de choses. Et voilà. Sinon, après, dans le monde de la compétition, non. Parce que, non. Ouais. Voilà. Alors si, quelques-uns en tant comme assistants qui sont vraiment au-dessus du lot pour moi. Mais dans le monde de la compétition, non. Parce que voilà, c'est pas là où je me suis le plus éclaté. Mais voilà, oui. Donc en tant que chien de pompier, c'est Mourad Groom. Et en tant comme d'attaque, il y en a quelques-uns, voilà, qui sont vraiment au-dessus du lot, pour pas les citer. Hermé Mawanga, voilà, c'est quand même Ouzou, voilà, et d'autres qui sont vraiment des figures, quoi, des figures. Mais sinon, voilà, pour moi, ça s'arrête là. C'est bien. Et Marie? Alors moi, en ce qui concerne le chien, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait passer d'une utilisatrice de chiens qui trouvait intéressant de faire un petit peu de dressage, etc., à vraiment la passion du chien. C'est Marc. Voilà, qui à une période a fait des efforts considérables pour essayer d'apprendre à mordre un bon berger allemand, qui a trouvé ça absolument inintéressant. Pourtant, Dieu sait si Marc s'était investi sur le sujet. Et puis, comme il mordait pas, on a fait du pistage. Donc, il m'a montré, il m'a appris. Et puis, quand j'ai commencé à faire effectivement de la recherche, même s'il n'était pas dans le groupe avec lequel je m'entraînais, j'avais des conseils, voilà. Et je pense que oui, sur le plan cyno, je crois que c'est la personne... Marc qui t'a inspiré. Oui, que c'est la personne que j'admire le plus parce qu'il a la passion, c'est une affaire entendue, et qu'il a le sens du chien. Et ça, le sens du chien, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont être de bons dresseurs, etc., qui vont bien travailler, mais qui n'auront pas cette sensibilité, ce feeling, c'est vrai. Cette capacité de voir que là, on va pouvoir faire ça, là, on va pouvoir faire ça. Puis parce qu'il est prêt à essayer tout et n'importe quoi, pourvu que ça marche. Et c'est vrai que moi, la seule citation que je retiendrai, c'est: il n'y a qu'une seule méthode, c'est celle qui marche. C'est celle qui marche. Ouais. Mais Marc me fait penser, alors il y a le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, et moi je connais un homme comme ça, je le salue s'il m'entend, Christophe Arnaud,
qui était sur un cheval avant de marcher. Et Marc me fait penser un peu à Christophe ou au film, mais avec les chiens en fait. Hein, Marie, Tout à fait ça. l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens. Ouais. Il a cette sensibilité, ce feeling, quelque chose. Je pense qu'on pourrait lui mettre n'importe quel. Je sais pas. Marc, vous parliez que vous faisiez l'effort de vous mettre au niveau du chien. Je pense que c'est ça quoi. Vous y arrivez. Vous faites cette démarche et ça match quoi. Ouais, enfin, je sais pas, je dirais, enfin, c'est facile. Voilà. Alors ça, c'est le grand mot de Marc. C'est à chaque fois, il te dira, et c'est facile. Ah bah, si c'était si facile, toi. Non, mais On y arriverait. c'est facile. Il faut le regarder, le chien, il faut. Mais parce que vous avez cette sensibilité. Je dis cette approche. Il faut le regarder comme un chien. Ouais. Il faut le regarder comme un chien qu'il est. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est pas vulgaire, c'est pas. Non. Il faut le regarder comme un chien qu'il est et comprendre pourquoi il fait ça et se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ce que je veux, quoi. Il faut se creuser le citron, des fois, faut se lever la nuit, Ouais, c'est ça. il faut réfléchir, et puis des fois, faut se faire mordre, des fois, faut. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, Marc. Je vous dis, je pense que vous avez, Marie, tu le confirmes, hein. Je confirme. Cette approche, ce feeling. Ouais, la satisfaction qu'on a, quand on voit que le chien est réussi, peu importe qui est derrière la laisse, qui tient la laisse, on s'en moque. Moi perso, je m'en moque qui tient la laisse. Mais quand on voit que le chien réussit, mais c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses. Mais c'est chouette, et puis, alors là, les auditeurs ne vous voient pas, mais quand vous dites ça, vous avez la banane, quoi. Ouais. C'est chouette. Et souhaitez-vous partager autrement des informations aux auditeurs que nous n'avons pas encore abordées? Non. Je crois que vous avez à peu près tout dit, hein. Ouais. Eh ben, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre passion et votre expertise avec nous aujourd'hui. Vos parcours à tous les deux et votre engagement sont vraiment inspirants. C'était vraiment un bonheur. Grâce à cet échange, nous avons acquis une meilleure compréhension de votre domaine, des défis et des joies, des grandes joies qu'il comporte. Alors, merci pour votre temps à tous les deux et je vous souhaite le meilleur à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF. Et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.